On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Elle en est à son premier mandat de conseillère municipale. Elle est aussi, oui, la plus jeune des membres du conseil, mais elle arrive aussi avec une nouvelle vision du développement, de l'aménagement du territoire, d'une vision économique de demain. Bref, entrevue de fond avec la conseillère Marilyn Charbonneau. Le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu, à chaque mois, désigne souvent l'un de ses membres comme étant un peu le membre du mois, lui fait prononcer aussi une conférence, mais il y a aussi parfois des invités externes qui sont là, notamment des élus municipaux. Et c'est le cas de la conseillère Marilyn Charbonneau qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Donc, on vous a invité à prononcer une conférence qui, essentiellement, portait peut-être à vous découvrir, oui, mais en même temps, à comprendre un peu la fameuse alliance Ariane dont on parle depuis quelque temps, qui est, en gros, je le résume, puis on pourrait le détailler peut-être un peu plus, qui vise, grosso modo, à doter le Québec d'une politique nationale de l'aménagement du territoire. Absolument. Bon. Oui. Expliquez-nous un peu, donc, dans quel contexte on vous a invité, puis qu'est-ce que vous avez expliqué aux convives? Bien, c'est sûr que quand on avait fait la sortie, finalement, avec le regroupement, avec plusieurs organismes du milieu, là, dont CIM, le Mouvement écologique du Richelieu, l'UPA, Justin Bessette, des élus de Saint-Alexandre également, ça avait piqué la curiosité des gens en général à Saint-Jean, puis aussi du milieu économique, parce que c'était un nouveau discours qu'on amenait, puis ils se posaient la question... comment que, on est ouvert, mais comment qu'on peut faire notre développement économique qui respecte l'Alliance Ariane ou ce que l'Alliance Ariane soutient, puis s'assurer de rester compétitif, productif, puis d'attirer des gens. Il y avait des interrogations à ce niveau-là. Puis, les travailleurs autonomes, en fait, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de m'inviter pour que je puisse présenter c'est quoi l'Alliance Ariane, quelle est la démarche, puis après ça, comment on peut mettre un modèle économique à travers ça. Fait que c'est ce que je suis allée présenter essentiellement à cette rencontre-là. L'Alliance Ariane, c'est quoi? Au-delà de dire qu'on... Ça vise à doter le Québec d'une politique nationale de l'aménagement du territoire, mais dans les faits, ça part d'où? C'est qui est là-dedans? Ça fonctionne comment? C'est quoi l'Alliance Ariane? L'Alliance Ariane, c'est une démarche qui a commencé quand même depuis plusieurs années où est-ce qu'il y a des regroupements de personnes qui sont responsables de l'aménagement, que ce soit l'Ordre des architectes, l'Ordre des urbanistes, l'UPA, il y a David Suzuki, des organismes de conservation de la nature qui se sont rencontrés puis qui se disent ça n'a pas de bon sens à quelque part la façon qu'on développe notre territoire à la pièce puis qu'on augmente la compétitivité entre chacune des régions, on autorise un peu n'importe quoi puis ce que ça fait, c'est qu'on n'est pas plus productif, nos territoires ne sont pas mieux développés puis finalement on crée de l'étalement urbain. Puis pour pouvoir contrer ça, bien qu'il y ait des orientations gouvernementales là, qui essaient de gérer l'aménagement, on se dit, bien là, ça prend une vision d'ensemble du Québec. Comment qu'on veut gérer nos territoires, dans quel type de milieu, tu sais, quand tu es plus rural, quand tu es plus en milieu urbain, métropolitain, quand tu es une ville centrale, quel genre d'aménagement qu'on devrait prioriser puis accepter pour être sûr d'être cohérent dans chacune des municipalités puis pas de le faire à la pièce. Parce qu'en ce moment... L'aménagement du territoire, on dit oui, c'est vrai, le gouvernement a certaines orientations, mais après ça, il y a des pouvoirs qui sont délégués dans la cour des MRC, les municipalités régionales de comté, les schémas d'aménagement, entre autres. Puis il y a les villes qui, elles-mêmes aussi, ont leur propre politique d'urbanisme, à savoir comment on veut développer sa propre ville. Et ça fonctionne comme ça depuis des décennies. Là, je veux dire, fait que c'est sûr que de présenter l'Alliance Ariane, au départ, de ce que j'ai pu comprendre ou sentir, il y a eu une certaine réticence de dire, bien là, est-ce que les villes vont perdre leur pouvoir décisionnel d'aménager leur territoire comme bon leur semble? Est-ce que la politique nationale va être tellement restrictive qu'on va être un peu contraint dans notre développement? Bref, comment on peut rassurer les gens sur le modèle de demain de développer nos territoires, de développer nos villes ou nos régions? Bien, en fait, c'est sûr que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont mentionné le fait qu'il y avait l'impression que les municipalités perdraient finalement leur droit de regard puis les pouvoirs, mais c'est pas ça dans les faits. Dans les faits, c'est d'avoir une vision d'ensemble. Le gouvernement du Québec a des normes, souscrit finalement aux objectifs de développement durable. Lui, il l'applique dans ses politiques, a des grands objectifs nationaux, mais après ça, il n'y a pas de moyens non plus pour le faire descendre adéquatement parce que les décisions se prennent de façon morcelée. Là, les municipalités, au fond, ils vont avoir leur terrain de jeu comme on a maintenant.
mais on va avoir des grandes orientations qui vont être plus claires, qui vont dire, par exemple, il y a la lutte au changement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on fait des projets d'aménagement. On le sait ici qu'on a des problèmes de déversement dans la rivière à cause de la pression des infrastructures, mais ça, c'est des choses qui pourront être traitées plus globalement. Moi, je pense que globalement, ça va être des choses qui vont faire consensus, qui vont forcer les municipalités à traiter les problèmes d'aménagement d'une autre façon. Ça veut dire que là, on va, au lieu de faire l'aménagement puis après ça, construire le reste, mais on va être obligé de dire, bien, on va penser global, on va répondre à certains objectifs, puis voici la meilleure construction pour répondre aux besoins puis atteindre les objectifs qui sont nationaux. Fait que dans cette perspective-là, les municipalités restent autonomes, mais ils sont peut-être forcées à quelque part de devenir un peu plus innovantes, puis peut-être que même elles-mêmes auront plus de pouvoir face à des promoteurs que présentement, elles n'ont pas. Bon. Et là, l'Alliance Ariane fait du chemin, va chercher des appuis, tranquillement, pas vite. En même temps, puis vous me corrigerez, mais de ce que je comprends, le nouveau gouvernement de la CAQ, de M. Legault, est favorable, je pense, à une politique nationale de l'aménagement. Oui, en fait, c'est ça. Là, on est rendu avec la Ville de Montréal, on a Saint-Lambert, on a Gatineau. Il y a plusieurs municipalités qui se joignent tranquillement, pas vite. Puis la CAQ s'est montrée favorable, elle, à faire la politique d'aménagement. C'était dans ses engagements électoraux. Puis je dirais que la mobilisation qu'il y a eu dernièrement aussi, avec tous les jeunes qui sont sortis à l'extérieur pour l'environnement, ça devient un peu un incontournable. Puis je pense que le gouvernement l'a compris puis abonde dans ce sens-là. Mais en même temps, l'aménagement aussi, il y a un requestionnement. On regarde le positionnement géographique qu'on a de nous. On regarde le projet du REM, c'en est un exemple. Tous les défis à l'égard du transport collectif, ceux qui travaillent à Montréal le vivent quotidiennement. Et quand on regarde même le développement de notre propre région dans les 30 dernières années, moi-même qui a fait Saint-Jean-Montréal pendant 22 ans de ma vie, a vu le 10-30 prendre place, Chambly se développer presque jusqu'aux limites de la 10 et de la 35, avec des autos. Et aujourd'hui, l'autoroute 10, la 20, la 30 est rendue quasiment impraticable de jour. Donc, on voit qu'il y a des soucis à l'égard du transport, de la qualité de vie, des milieux de vie, de la préservation des boisés. Donc, il y a comme 1001 enjeux qui viennent un peu s'agglomérer là-dedans. Là. C'est pas simple de s'y retrouver nécessairement. Bien non, c'est pas simple de s'y retrouver, mais je pense que ça, c'est le résultat d'un certain laisser-aller des dernières années, où est-ce qu'on développait à tout prix. Là, maintenant, on se rend compte qu'on a des problèmes avec le pourcentage de terres agricoles. On se rend compte qu'on a un couvert boisé qui est de plus en plus qui périclite, là, littéralement, dans certaines régions. On le sait qu'ici, là, on n'est même pas au-dessus du seuil minimum. On a, après ça, toutes les industries. On fait venir de l'industriel. On a des besoins en main-d'œuvre. La main-d'œuvre n'est pas nécessairement là non plus présentement. On a toute la transformation de l'économie. Là, on se rend compte qu'on a développé nos territoires sur un modèle qui est autre. Comment qu'on arrive à rebâtir, finalement, sur la ville pour répondre aux nouveaux modèles, mais sans toujours... On ne peut pas se permettre d'aller rebâtir un nouveau modèle économique à côté de ce qui existe, t'sais. Il faut refaire avec ce qu'on a, puis revaloriser ça, puis amener de nouveaux modèles. Bien, c'est parce que pendant longtemps, on a été dans une logique toujours de développement. C'est-à-dire qu'on se disait, bien, les villes ont besoin de revenus, donc pour avoir des revenus, ça prend des nouvelles taxes. Pour avoir des nouvelles taxes, ça prend plus de citoyens, plus d'industrie, plus de commerce, puis c'est ainsi de suite, là. Mais en même temps, je regarde ça quand moi-même j'ai commencé dans le domaine de la radio-télé il y a une trentaine d'années, puis Google Maps n'existait pas, mais ça me fascinait de voir des cartes et de voir, par exemple, une ville comme Iberville, au début des années 90, qui est ceinturée par Saint-Athanas avant la fusion. Oui. Et là, je me rappelle, ça m'avait frappé, je demandais au maire Luc Gauthier, je dis combien de terrains qui restent à développer, ou c'était peut-être Jean Rioux, il me dit 60. Là, tu dis, aïe, 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 on est en 1990, il reste peut-être 60 terrains, puis après ça, c'est fini. Et Chambly a vécu la même chose, étant ceinturé par Carignan. C'est comme si, à un certain moment, on arrive à un maximum que là, bien, il n'y a plus de terrain, on ne peut plus développer, donc on ne peut plus augmenter nos revenus. Et même, on regarde le Saint-Jean fusionné des 30 ou des 10-12 dernières années, où on a développé du domiciliaire à Saint-Eugène, à Saint-Athanas, un peu à Saint-Luc également. Mais là, on arrive... Il reste encore des terrains à développer, mais il en reste de moins en moins. On va finir par atteindre le quota, le maximum. Bien, on a un enjeu, en fait, c'est qu'il reste des terrains. Puis les infras aussi. Bien, il y a les infras. Il y a des terrains qui restent à développer, mais souvent, c'est en bout de ville.
Fait que c'est des terrains qu'on va développer, qui va nous coûter plus cher en infrastructure, qui va faire en sorte qu'on va devoir fournir plus de services, plus de transports. Puis en ce moment, on le sait, on a des quartiers qui sont plus vieux, qui n'ont pas tous ces services-là déjà à la base. Mais tu sais, une façon justement de peut-être augmenter les revenus, bien, c'est peut-être à certains endroits de faire de la densification. Puis là, tu sais, on ne parle pas de faire des dose-tours, là. Tu sais, des ça, fois, c'est l'autre question, parce que en est, là. Ça, c'était mon autre question. On dit depuis quelques années, bon, il faut protéger nos espaces verts, protéger les boisés. Bon, ici, là, on a le plan de conservation. Bon, il y a un enjeu sur les golfs, mais ça, c'est à part. Là, on dit il faut densifier. Bon, mais densifier, ça veut dire quoi? 2, 3, 4, 10, 12 étages? Ça veut dire quoi, densifier? Mais en même temps, si on fait un building de 12 étages, ça fait juste que plus d'autos dans un même cercle, soit dans le garage souterrain ou quand on sort dans la rue pour sortir de la maison. Donc, est-ce que densifier est la solution à tous les problèmes? C'est pas la solution à tous les problèmes. Puis densifier, tu peux pas faire ça n'importe où. Il y a ça aussi. Tu sais, tu vas pas densifier Colibri, tu vas pas densifier l'Acadie. Tu sais, c'est pas des endroits que tu peux densifier. Mais par exemple, tu peux certainement densifier plus dans le centre-ville. Tu as des terrains que tu peux redévelopper, mettre du commercial en bas, mettre des bâtisses en haut. Nos espaces commerciaux, c'est pas obligé d'être juste du commercial. Tu sais, ça peut être un mélange d'habitation commerciale. Puis la logique aussi derrière ça, oui, les cases de stationnement, je pense qu'ils sont appelés à en avoir de moins en moins, mais à contrario, bien, ça prend plus de transport. Ça veut dire que là, il faut faire un cocktail de transport qui permette aux gens de pouvoir se déplacer facilement. Puis on a une population vieillissante, bien, ces personnes-là, ils vont probablement prendre plus d'autres alternatives de transport. Puis en ce moment, notre ville n'est pas faite pour ça. C'est difficile, là, dans certains quartiers. Si tu n'as pas d'automobile, là, tu deviens un peu prisonnier. Mais là, il faut aménager là, les pistes cyclables, des rues complètes là, avec tu peux marcher, tu peux rouler, tu peux rouler à vélo, rouler en automobile. Mais ça, c'est une politique nationale avec des objectifs nationaux qui se transmettent dans des municipalités qui sont en redéveloppement, mais c'est à ça que ça sert. Parce que même l'étalement, et on le voit aujourd'hui, bon, évidemment, Saint-Jean fait partie de la deuxième couronne qui s'est remplie au fil du temps et les terrains ont gagné en valeur et tout ça. Mais en même temps, la troisième couronne a commencé à se développer. On voit des Farnham, des Saint-Césaire, des Rougemont, des Marieville qui aujourd'hui ont des 10-12 000 de population, des arénas, des polyvalentes et tout ce qui vient avec des défis d'urbanisation, des défis d'infrastructure. Donc, la troisième couronne est en train de se développer, là. Puis là, les gens se disent, bien, je vais m'acheter une maison à Marieville, elle va me coûter peut-être un petit peu moins cher que si je l'achète à Saint-Jean ou si je l'achète forcément à Saint-Bruno, à Sainte-Julie ou à Boucherville. On se dit, bon, bien, tant qu'à y être, 10 minutes de plus, c'est quoi 10 minutes de plus? Mais là, c'est ça. Fait que dans le fond, on est dans une logique où on se dit, bon, bien, regarde, ça me prend 1 heure à aller au Pont-Champlain, ça me prendra 1h10, puis ça ne sera pas plus simple nécessairement. Donc, l'étalement, il se poursuit quand même encore un peu aujourd'hui. Bien, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, en même temps, tant que Montréal ou les premières couronnes vont augmenter les prix, c'est sûr que ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens qui vont aller un peu plus loin. Puis aussi, tu sais, je regarde Saint-Jean, on a un enjeu. Oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Souvent, dans Saint-Jean, ça va être dans le 60 qui sont des gens qui ont probablement un DEP secondaire, etc. On a 30 de notre population qui s'en va à Montréal, qui s'en va à Longueuil, qui s'en va à Brossard. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas ces emplois-là qu'on offre ici. Probablement que si on offrait ce genre d'emploi-là ici, quand je fais juste penser, l'agriculture, bien, en ce moment, là, il y a une course mondiale pour l'agriculture. Puis un des enjeux, ça va être probablement la donnée. Ici, là, on dort là, sur une mine de données des agriculteurs qui possèdent des données qui ne les partagent pas ou quand ils les partagent, c'est avec des multinationales. Mais pourquoi que nous, on ne développe pas notre agriculture de pointe ici? Ça amène des gens qui cherchent des emplois de qualité dans le 30 qui pourraient venir ici. Puis là, on pourrait justement créer un nouveau dynamisme, puis plus de transport, plus de commerce, plus d'achat local. Mais si on veut amener plus de rétention dans les travailleurs, ici, est-ce qu'on doit forcément, donc si on veut créer des emplois, est-ce qu'il faut avoir
nouvelles entreprises, de nouveaux commerces, de nouvelles industries? Est-ce qu'on a assez de terrain pour les accueillir? Là, c'est un peu le... Bien, tu sais, il y a une différence entre du terrain industriel puis des industries de pointe aussi. C'est pas nécessairement les mêmes besoins. De plus en plus, les industries, quand on parle de haute technologie, eux, ils cherchent pas à construire sur des slabs de béton, là. Pour eux, c'est pas important. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un écosystème. Ça veut dire avoir des gens ou, mettons, on parle d'agriculture parce que c'est simple ici, mais là, ils ont accès à plusieurs agriculteurs, ils vont avoir accès à des industriels, des fois, qui vont avoir de la marchandise qui vont pouvoir les aider. On a quand même des services informatiques ici qui vont pouvoir soutenir. Ils vont venir chercher ça, ils vont aller dans les centres-villes, ils vont aller dans des endroits où est-ce que là, peut-être qu'il va y avoir plus du bureau, du premier étage. Ils vont chercher des jeunes travailleurs, parce que c'est des industries où plus de 40 c'est 40 ans et moins, là. Fait que là, ils vont vouloir avoir le lifestyle. Puis là, tu vas créer ça, les gens vont venir ici, puis tu n'auras pas nécessairement besoin de développer des terres puis de faire des nouveaux parcs industriels. Puis, comme ça, tu t'assures ta viabilité avec la nouvelle économie qui se transforme. Parce que il y a des pays en Afrique, là, ils ne vivront même pas ça, l'industrialisation. Là, ils vont passer directement à l'économie de service. Bien, c'est un signe, là, il faut l'entendre. Si on parle de l'Alliance Ariane, de cette volonté de doter le Québec d'un schéma d'aménagement, disons, national, une politique nationale de l'aménagement, et des répercussions, exemple, dans une région comme la nôtre, il y a un sujet qui est un peu en lien aussi avec la vision économique, c'est le parc d'affaires et d'innovation, qui techniquement est une zone située tout juste à côté de l'usine d'épuration des eaux le long de l'autoroute 35 à Saint-Luc, qui est dans votre quartier. Dans mon district, oui. Bon. Expliquez-nous un peu cet enjeu-là, parce qu'au départ, on dit, oui, il y a une grosse industrie qui s'en vient. Finalement, on a entendu entre les branches que Peugeot avait signifié de l'intérêt. Finalement, le projet n'a pas fonctionné, ce qui aurait été générateur d'emplois, etc., etc. Là, maintenant, il y a la MRC qui est dans le portrait, parce qu'il y a le schéma d'aménagement aussi. Bref, quel est l'enjeu à l'égard de ce qu'on appelle le PAIR, le PAIR, le Parc d'affaires et d'innovation régionale? Bien, c'est sûr que le premier enjeu, c'est l'emplacement. Oui. On va se le dire. Tous les gens qui connaissent le coin des Quatre-Vents, des Colibris, bien, il y a le stade de soccer, il y a la gymnastique, il y a l'école Vision, il y a une garderie, il y a un quartier résidentiel avec de très, très jeunes familles. On a aussi le cours d'eau, la rivière, le ruisseau des Iroquois qui se jette dans le canal. On a la rue Fleur de Lys qui, en ce moment, n'a pas d'infrastructure, qui est adjacente aux terres agricoles. Puis, on a une voie de service qui est l'avenue du Parc, qui mène à l'autoroute, qui est le seul lien pour connecter les quartiers puis se rendre dans les quartiers. Puis là, on dit, bien, on va aller mettre le parc d'innovation là. Là, ça génère, beaucoup de trafic, des déplacements. Puis déjà, on a des grands générateurs de déplacements là, qui sont la gymnastique, le soccer. Puis là, on s'entend, là, c'est des enfants, c'est des familles. Plus le quartier résidentiel, il y a quand même beaucoup de portes dans ce district-là. Quelles sont les deux visions qui s'affrontent là-dedans? Autrement dit, on en comprend et en déduit que vous n'êtes pas favorable au projet, mais ceux qui le sont, est-ce qu'on a besoin de cet espace-là? Et c'est quoi, dans le fond, les deux visions qui s'affrontent dans ce projet-là? Bien, je pense que c'est la vision du développement économique, du type de développement économique qu'on a besoin. Est-ce que c'est de l'industriel à tout prix? Ça, c'est une des questions qu'il faut se poser, puis que certains veulent continuer dans la même veine qu'on fait depuis les dernières années. Il y a aussi la question des terrains. Comment on bâtit nos parcs industriels? T'sais, on a encore des terrains disponibles. Je veux dire, maintenant, là, il y a des modèles de bâtisses industrielles qui vont se faire plus en hauteur, qui vont prendre moins d'espace, moins énergivores. Il y a des types d'industries qu'on vise qui demandent moins d'espace, qu'on pourrait très bien localiser. Il y a des entreprises ici, par exemple, qui vont chercher des plus grands terrains. Bon, mais là, il y a peut-être des défis où est-ce que là, il y a des terrains qu'on pourrait requalifier, les aider pour pouvoir se bouger. Fait que c'est toute cette vision-là, je pense, de comment on développe. Je pense qu'on est rendu à une nouvelle ère, puis je pense plus que la solution, ça soit aller dans des terres agricoles, mettre des nouveaux parcs, mettre une pancarte puis dire « parc d'innovation ». Innovation, oui, c'est beau. L'innovation, c'est large. Ça peut être n'importe quoi puis tout en même temps. Puis, la manière que c'est monté, ça ne veut pas dire que ça va être de la haute technologie. Tu sais, ça peut être une compagnie de transport qui a un procédé un peu haute technologie, mais c'est quand même des transports qu'on va générer à ce moment, à cet endroit-là, près des parcs, des quartiers résidentiels. L'autre question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'on a suffisamment de terrain
industrielle disponible ou pas? Parce que là aussi, on ne s'entend pas sur la réponse. Là. Bien, moi, j'ai vu, je veux dire, on le sait, selon des analyses du ministère, il y a des documents qui disent qu'on a suffisamment d'espace industriel à combler pour les prochaines années. On serait capable, là, pour au moins les 15 prochaines années, d'accueillir nos besoins industriels à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que c'est écrit, là, je veux dire, je ne l'ai pas inventé. Fait qu'à ce moment-là, bon, puis après ça, quel genre d'entreprise qu'on veut attirer pour faire face au futur de l'économie puis pénurie de la main-d'œuvre? Bien, je pense que cette question-là est encore plus importante à se poser en ce moment, sachant qu'on a 15 ans devant nous, sachant que l'économie va changer, puis sachant qu'on a des besoins de main-d'œuvre, puis même Desjardins, l'économiste de Desjardins l'a dit, ça ne va pas se résorber demain, même s'il y avait un crash économique, ça ne se résorberait pas aussi facilement. Est-ce que, je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est parce qu'un peu plus tôt dans la séquence d'enregistrement ce soir, j'avais une entrevue sur l'aéroport. Je sais que le Conseil n'a pas statué là-dessus, mais dans ce qui avait été exploré, de dire, bon, l'aéroport, on n'a pas décidé encore ce qu'on va faire. Est-ce qu'on garde une piste, deux pistes, trois pistes? Est-ce qu'on prend une partie du terrain de l'aéroport peut-être pour faire de l'industriel? Est-ce que ça, c'est une des options qu'on a encore un peu dans la manche pour dire l'aéroport, ça pourrait toujours être une partie de la solution, disons, si on a besoin de terrain industriel? Bien, le Conseil n'a pas statué, mais moi, je pense qu'il faut traiter... Parce que souvent, on a tendance à dire on va parler juste de l'aéroport, puis on va parler de nos problèmes industriels. Moi, je pense qu'il faut tout mettre ensemble. Là, on a tant de besoins, on cherche tant d'entreprises, puis voici ce qu'on a. Là, ça, c'est notre terrain de jeu. Puis oui, l'aéroport reste une option pour pouvoir amener certainement certains types d'industries, parce que c'est pas n'importe quoi qui va pouvoir aller là non plus, parce qu'il y a d'autres contraintes. Là. Mais oui, il faut le penser de cette façon-là. Donc, la vision économique, en fait, la vision d'aménagement du territoire, la vision urbanistique, la vision économique de demain pour une ville ou un territoire comme Saint-Jean et le Haut-Richelieu, c'est quoi? Comment on le voit? Bien, c'est sûr que... Il y a beaucoup de choses là-dedans, là, oui, mais... C'est vaste, mais c'est un peu ça, c'est une vision d'ensemble, de dire que nous, là, Saint-Jean, en 2025, puis en 2030, puis en 2050, ça va ressembler à quoi? Oui. Mais c'est clair qu'à Saint-Jean, on a la rivière, c'est un atout indéniable. Puis la manière que c'est fait, c'est le fun parce qu'elle va connecter, quand on part de Saint-Jean, elle va connecter Saint-Jean avec le Saint-Luc. Mais après ça, à Saint-Luc, bien, ça va se connecter avec... Par exemple, le parc boisé du Frêne, qui est à côté, bien, c'est Fortier, en fait, qu'on dit, là, à côté des Colibris, tout ce coin-là. Si on a une passerelle, ça peut se connecter avec le golfe qu'on souhaite garder boisé. Puis, après ça, tu peux tout développer un réseau de transport actif qui va connecter Saint-Jean-Saint-Luc. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui est hyper attirant, pour les parents qui viennent, bien, des nouvelles familles, pour nos écoles, pour des nouveaux travailleurs qui pourraient venir ici, parce que de plus en plus, les travailleurs cherchent cette qualité-là. Par la suite, je pense que tout ce qui est par rapport à notre industriel, bon, bien, industriel, commerce, moi, je pense qu'on a un gros potentiel pour aller vers le numérique. Je pense qu'il faut aller vers ça pour attirer des jeunes travailleurs, des jeunes familles, puis en même temps contribuer à l'empreinte environnementale qu'on a ici. Puis certainement qu'on arrête de s'étaler, puis qu'on commence à penser à garnir les centres-villes, les noyaux, pour que nos commerces puissent en bénéficier, puis qu'on soit encore plus prospère à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je sais que ça n'arrivera pas, mais demain matin, il y aurait un projet encore comme Peugeot. Là. Si on dit, OK, Peugeot s'en vient, puis je ne sais pas, mais c'est des centaines de jobs bien payés. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier le terrain dont on parle à côté de l'usine d'épuration des eaux? Bien, premièrement, le terrain à côté de l'épuration des eaux, là, il est même pas, on ne peut même pas construire dessus, là. Parce que le tribunal, la CPTAQ a dit non. Le tribunal administratif du Québec, il va statuer dans les prochains jours. Fait qu'en ce moment, c'est même pas une hypothèse qu'on peut mettre dans l'équation. Puis s'il y a une industrie qui est intéressée, mais moi, je pense qu'on a plusieurs autres options aussi qu'on peut lui offrir à Saint-Jean. Puis à ce moment-là, je pense que ça sera de rebrasser les cartes comme on doit faire pour se réactualiser. Mme Charbonneau, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
François, je sais que tu as eu toute une carrière de porteur d'eau, mais on parle de football cette semaine. Oui, avec Coach Soup, Alex Surprenant, le nouveau coach des Géants, Jean-Philippe Bégin. Hey, je te fais une passe. Voilà. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Le 22 avril, chasse au coco à Mont-Saint-Grégoire, c'est organisé par Simo Richelieu. Si ça vous intéresse, inscrivez vos enfants. Vous avez les informations à l'écran en ce moment. À chaque semaine, on fait bien sûr un choix éditorial avec le conseil de ville qui dure quand même des heures et des heures. On choisit des extraits les plus pertinents ou par thématique et on vous présente ça dans nos émissions. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, en rediffusion également sur le web. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez faire des commentaires, suggestions ou quoi que ce soit, par courriel, Éric Lato en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.